On va poursuivre cette matinale avec un grand entretien. J'ai le plaisir d'appeler Jean Jouzel, climatologue, à mes côtés. Bonjour Jean. Ça va ? Bonjour. Bonjour Julien. Alors Jean, vous êtes climatologue, glaciologue, ancien vice-président du GIEC de 2002 à 2015, évidemment chercheur au CEA. Je ne vais pas tout dérouler sur votre CV parce qu'il est extrêmement long. Médaille d'or du CNRS, commandant de la Légion d'honneur, etc., etc. On vous voit partout dans les médias. On va pouvoir dialoguer un petit peu et explorer ce lien intime avec la biodiversité. Asseyez-vous, Jean. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci de l'organisation de cette journée. Merci à tous ceux qui l'ont mise en place. Voilà. Merci à Julien. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. On va redonner quelques chiffres clés pour remettre tout le monde, on va dire, au même niveau. Rassurez-vous, on ne va pas détailler tous les rapports, etc. Mais quand même, c'est bien de rappeler les chiffres clés produits par les scientifiques sur cette situation climatique globale à l'échelle mondiale, européenne. Est-ce qu'on peut redonner quelques chiffres clés, Jean ? Oui, je pense... ce que j'aime dire, malheureusement, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté envisage depuis une cinquantaine d'années. Alors, quelques chiffres. En termes de réchauffement planétaire, nous en sommes désormais vers 1,2, 1,3 degrés si on regarde les 10 dernières années. Mais on voit bien qu'on a quand même 2 années assez exceptionnelles. C'est assez incroyable. 2020, entre 2023 et le record précédent, il y a 3 ou 4 dixièmes de degré. Et 2024, disons, ça devrait être à peu près au niveau de 2023, on verra bien. Donc il y a un réchauffement planétaire très important, c'est vraiment le rythme qui était prévu. Alors ça s'accompagne, effectivement, il n'est pas partout le même. Les continents se réchauffent 2 fois plus rapidement que l'océan. L'océan, c'est plutôt 0,8 degrés et les continents, disons par exemple en France, il y a une amplification par rapport au réchauffement global de l'ordre de 50%, un peu plus dans votre région. D'ailleurs, on est presque au niveau de 2 degrés. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des... Alors, on peut regarder aussi, évidemment, pour moi, un autre signe du réchauffement climatique. Je rappelle simplement que ce réchauffement climatique, on l'attribue de façon certaine aux activités humaines, qu'il est lié à l'augmentation de l'effet de serre. En gros, avec l'augmentation de l'effet de serre, eh bien, on augmente la chaleur disponible. On l'a augmenté d'à peu près 1%. Mais de ce 1% supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé dans l'atmosphère. Donc tout va dans l'océan. Et l'océan était vraiment... il y a ce témoignage du changement climatique dans l'océan à travers l'élévation du niveau de la mer. Donc, et là, c'était aussi anticipé. L'élévation du niveau de la mer s'accélère. Elle est 2 fois plus rapide, disons, aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. On est pratiquement à 5 mm par an. On était dans les années 90 à 2 mm par an, entre 2 et 3 mm par an. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis on a tous ces événements extrêmes que l'on vit. Disons, voilà, c'était aussi quelque chose qui était depuis les années 90. On n'arrête pas de répéter que ces événements extrêmes vont devenir plus fréquents, plus intenses. Alors ça peut prendre évidemment ce sont à la fois des sécheresses, alors des pluies violentes, des tempêtes, mais voilà, des régions comme, disons, je dirais PACA, c'est un peu la double peine quelquefois, parce que la toile de fond, c'est quand même plutôt disons, moins de précipitations, une diminution des précipitations, et puis tout d'un coup, il y a ces événements méditerranéens qui sont aussi à l'origine vraiment de beaucoup de dégâts qui sont extrêmement dommageables. Donc voilà, c'est tout cela, et donc on peut donner des chiffres sur tout cela, sur ce vers quoi on va aussi, donc voilà, ça va malheureusement se poursuivre, et donc il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique, et effectivement, je crois que nous en parlerons, regarder comment cette dualité entre climat et biodiversité peut nous aider à prendre la mesure de ce réchauffement climatique qui est devant nous. Et on va y venir. Un dernier point, puisque là on était d'un point de vue macro, on a compris qu'on y allait cette fois, c'est plus une incantation, on sait que le constat d'origine, tout ça, il y a un consensus. Vous me disiez, Jean, pour préparer cette rencontre, que peut-être là où la communauté scientifique a péché, c'est peut-être en minimisant parfois un peu quelque part les conséquences. Aujourd'hui, on est vraiment face au pied du mur. Oui, je ne pense pas qu'on a... Enfin, disons, d'un point de vue assez macro, on n'a pas minimisé. On verra toujours... Alors,
on verra pour les années 2023-2024. On peut aussi, alors pas craindre, mais penser qu'on est dans un même contexte que les années 2000, c'est-à-dire qu'on a eu 98 très chaud, et puis après, pour battre le nouveau record, il a fallu attendre 10 ans. Peut-être que le record ne sera pas battu d'ici 2030. Il ne faudrait pas être étonné de ça, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc on n'a pas... Bon, je crois qu'on a quand même correctement envisagé. Voilà, alors on peut avoir aussi des événements intenses qui sont plus intenses qu'on l'imaginait, mais c'est plutôt ponctuel. Mais disons, globalement, vraiment, on est sur, malheureusement, les trajectoires qui sont envisagées, qui étaient envisagées depuis 50 ans. Et ça doit quand même nous... Le fait que notre communauté scientifique a correctement envisagé disons, la façon dont le réchauffement climatique allait se mettre en place, ça doit nous inviter à accorder de la crédibilité à cette même communauté scientifique, hein, pour ce qu'on envisage à échéance des prochaines décennies et au-delà. Et ça, c'est un point important. Là, vous êtes forcément, vous, un lanceur d'alerte quelque part aussi. Du global au local, ces scénarios climatiques que vous avez rappelés, ici en Provence, comment ça se dessine en quelques points évidemment, il y a le grec, hein, qui est sur le territoire. D'ailleurs, bon, merci. Je suis sûr qu'il y a des gens du grec ici. C'est tout à fait remarquable, hein, disons, ce que vous avez fait. Donc, moi, je m'appuie beaucoup. Alors, donc, voilà, je n'ai pas... Mais enfin, moi, par exemple, ce qui m'a marqué cette année, et bon, c'est vrai qu'on est souvent contacté. Ce qui a été très marquant cette année, c'est quand même les vagues de chaleur océaniques. Ça, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup moins. Et donc, voilà, c'est quand même un vrai problème, y compris pour la biodiversité. On y reviendra, bien sûr. Disons, la combinaison de l'acidification de l'océan qui se fait, disons, de façon relativement lente, mais disons sans. On ne peut pas l'arrêter, cette acidification. Et ces vagues de chaleur océanique, disons, a des conséquences très claires sur la vie océanique et donc sur sa biodiversité. Donc on voit bien déjà, mais vous le savez aussi bien que moi, des déplacements de populations, de faune, de flore dans la Méditerranée qui deviennent assez importantes et qui peuvent nous questionner. Sur le continent, ici, disons, le réchauffement climatique est bien marqué, un peu plus bien sûr que sur l'océan, mais on atteint les 2 degrés. Ça se traduit aussi, l'élévation du niveau de la mer est bien sûr là. Les événements méditerranéens, donc voilà, on verra cette année ce qui se passe, mais il y a ce lien entre une mer Méditerranée particulièrement chaude et le risque d'événements méditerranéens. Ce n'est pas non plus tous les ans, mais ils deviennent plus fréquents, plus intenses. Voilà, y compris si on regarde maintenant dans les régions montagneuses, il y a quand même disons, l'enneigement diminue, les précipitations diminuent également. Disons, il y a le responsable ici de l'eau du bassin, mais on voit bien qu'il y a des modifications liées à ce qui se passe dans nos montagnes, disons, en termes simplement de saisonnalité. Il y a plus de précipitations, plus de pluie, moins de neige. En termes de saisonnalité, ça joue aussi. Donc tout ça, ça interroge. Je ne veux pas dire que ce soit... Il faut vraiment s'y pencher et disons, attacher. Le climat dans cette région varie aussi bien au niveau côtier, dans les montagnes et au niveau évidemment, le principal risque, quand même, peut-être qu'on perçoit plus, qu'on a perçu, je crois, quand même ici cet été. Alors, moi, j'étais en Bretagne, il ne faisait pas trop chaud, ça allait, mais disons, il y a quand même eu des vagues, disons, des périodes assez chaudes et qui ne sont quand même pas très agréables dans les métropoles. On y reviendra probablement avec les lots de chaleur urbains. C'est quand même une des questions qui se posent, c'est comment peut-on continuer à vivre de façon agréable dans une métropole l'été si, disons, on ne prend pas des mesures, si on n'y porte pas d'attention. Et ça, c'est très important, je crois. Alors dans ce contexte, vous vous êtes rapproché de scientifiques qui œuvrent sur la thématique de la biodiversité, l'exposition tournée du climat et de la biodiversité qu'on pourra découvrir dans le hall durant cette journée. Est-ce à dire que climat et biodiversité sont les 2 faces d'un même combat, Jean Jouzel ? Oui, d'abord, je vous remercie d'avoir invité la tournée ici. Donc merci à ceux de la tournée qui sont dans la salle, s'il y en a, du climat. Alors, on est parti il y a une dizaine d'années, en 2015, ou en 2014, avec le train du climat. Voilà, cette idée d'aller vers les gens, vers les populations. Disons, on a fait, mes collègues, j'y ai participé un peu, je m'y suis impliqué un peu dans l'organisation, mais donc ça s'est mis en place autour du climat d'abord, et puis effectivement, on a compris que, si on veut aller vers les territoires vraiment et tout, il y a ce lien entre climat et biodiversité qui est très fort dans les 2 sens. Hein. Donc on y reviendra, c'est ce que vous verrez en regardant cette exposition. Mais oui, c'est clair qu'il faut
regarder cela comme un ensemble, l'environnement. Et quand on parle de transition, c'est beaucoup plus large que climat, biodiversité. Ça interroge vraiment tout le mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est ça qui est très important. Je me suis beaucoup intéressé, y compris aux aspects enseignement, donc avec un rapport sur la formation, la sensibilisation dans l'enseignement supérieur. Le message, c'est que cette transition, elle est très large. Climat et biodiversité, bien sûr, c'est très important, mais c'est vraiment aussi l'aspect sociétal, économique, culturel également qui doit vraiment être pris en compte. Et je sais que beaucoup de gens le prennent en compte, mais c'est un message que je souhaite donner et qu'on essaye de donner aussi, bien sûr, dans cette tournée. Une vision systémique. Et avec cette tournée, et que vous pourrez donc voir cette exposition. Oui, je vous invite à y aller. Il y aura un scientifique, Éric Martin de l'INRAE, qui sera à disposition pour des explications et des questions. Voilà, fin de la parenthèse sur l'exposition. Si on poursuit, on a entendu en introduction le cadre législatif qui était posé. Certains ont même dit que, quelque part, on avait les outils. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean? Est-ce que, pour vous, on a tous les outils, vraiment? En tout cas, on a les lois. Disons, alors, je connais moins, j'ai compris les 200 mesures dans la loi, disons, dans les aspects biodiversité. Quand même, disons, quand on regarde sur la loi, le changement climatique résilience, l'ambition est là. Disons, affirmer dans la loi une neutralité carbone à horizon 2050, c'est quand même quelque chose qui est ambitieux sur le climat. C'est aussi ambitieux d'avoir affirmé un objectif à horizon 2030, moins 55%, disons, par rapport à 90. On a déjà fait un bout du chemin, mais c'est quand même... Alors après, on viendra sur la biodiversité, mais c'est quand même diminuer nos émissions de 5% par an. On a accompagné cela, et c'est important parce que j'allais le souligner, dans la planification écologique, on n'a pas simplement une loi, on a une planification écologique. Et j'ai rencontré Antoine Pellion la semaine dernière, il était très content de rester dans la... Enfin, bon, il a envie de continuer, hein. Il venait juste d'être confirmé par disons, notre Premier ministre. Voilà. Mais donc, j'espère que cette planification... disons, va se mettre vraiment en place. Et là, il y a un volet biodiversité, ça a été cité, c'est très important. C'est pas simplement cette planification, ça tient compte de cette dualité climat-biodiversité. Sur la biodiversité, je crois qu'il y a de l'ambition. Alors, après, c'est les moyens qui sont... Bon, je dis souvent que... Bon, je peux répéter ici, pour le climat, je suis peut-être plus proche que de la biodiversité sur les mesures ponctuelles, mais on voit bien que les mesures qui sont mises en place par rapport à l'objectif affiché, l'objectif est ambitieux, les mesures ne sont peut-être pas à la hauteur de l'ambition. Et j'aurais aimé, pour l'avoir vécu, disons, que les propositions des 150 citoyens soient plus prises en considération qu'elles ne le sont dans la loi actuellement. Ça nous mettrait, je crois, un peu plus proche de la trajectoire affichée. Mais la trajectoire affichée est très ambitieuse. Elle est aussi ambitieuse en termes de biodiversité. C'est pas simple d'inverser après 2030. Mais là aussi, c'est une question de moyens et c'est une question de... c'est très agréable de voir beaucoup de monde ici parce que c'est quand même c'est ici que ça se passe. Hein. Mais aussi pour le climat, d'ailleurs. On pourra parler d'adaptation, on pourra parler du développement du renouvelable. Disons, beaucoup de choses se passent dans les territoires. Dans les territoires, c'est très clair. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important. Et justement, concernant les collectivités locales, dans les territoires, comme ici en Provence, comment peuvent-elles accélérer dans cette dynamique de double combat, biodiversité, climat, même si on a bien compris que ce n'était pas suffisant pour la transition, mais c'était quand même un grand pas en avant. Elles ont des outils pour ça, hein, les plans alimentaires territoriaux, les PCAET, les plans climat, les ZAN, les PLU. Est-ce que... Il y a plein de choses à faire, oui. Disons, les instruments... Moi, il me semble que les instruments existent. Ce n'est pas la peine d'en créer de nouveaux. Il faut faire fonctionner. Les lois existent, il faut les mettre... Enfin, voilà, les objectifs sont affichés. Je dirais, je suis en phase avec les objectifs. Donc, il faut disons... se serrer les coudes pour y arriver. Alors oui, quand on regarde la biodiversité, c'est quoi climat-biodiversité? C'est d'abord quand même, disons, des conséquences assez négatives quelquefois du réchauffement climatique sur la biodiversité, ne serait-ce que les feux de forêt, par exemple. Hein, c'est quand même, ça peut quand même être assez dommageable. Et donc on a quand même une mission, c'est d'éviter quand même que le climat n'impacte trop la biodiversité et les écosystèmes. Donc, il y a d'autres façons. On peut parler de la loi ZAN, du développement de l'agriculture. Tout cela, il faut trouver
disons, un modus vivendi entre agriculture, environnement, biodiversité, climat, c'est tout cela qu'il faut trouver. Et puis aussi, il y a quand même 70% de la population, 80% ici, qui vivent dans les villes. Donc comment on fait pour que tout cela se développe de façon harmonieuse? Oui, il y a effectivement la protection de la biodiversité, éviter que le climat ne l'endommage trop. Hein, donc, mais aussi, dans l'autre sens, oui, c'est vrai qu'une des façons de faire face par exemple, aux vagues de chaleur, c'est quand même la végétalisation des villes, la nature en ville, la revégétalisation souvent, parce qu'il y a quand même beaucoup de cœurs de ville qui ne sont pas à la hauteur en termes de nature en ville. Voilà, dans les disons... Les grandes lignes, en tout cas. Voilà, dans les grandes lignes. Oui. Oui, autrement, disons, pour moi, le rôle de la biodiversité, c'est aussi, on voit bien dans le cas d'inondation, la préservation des zones humides est très importante. Donc, et puis, voilà, de toute façon, la Loisanne aussi, on parle de la préservation. Il faut vraiment préserver la nature. Et puis, il y a tous ces aspects, ce lien à travers le stockage du carbone. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc il faut préserver le stockage du carbone. Ça veut dire aussi préserver les forêts, disons, les gérer de façon optimale par rapport à la biodiversité, par rapport à... il peut y avoir des sources de conflits, par exemple dans le développement de renouvelables, c'est pas toujours si simple, hein. Disons, tout ne va pas toujours dans le même sens entre biodiversité et climat. Voilà, on voit bien. Mais trouver les lignes de crête pour avancer ensemble sur ces deux axes. Justement, je crois que c'est la concertation et que les gens se retrouvent autour de ces problèmes et en discuter de plus en plus au niveau international. Voilà, on nous a reproché, moi je me suis beaucoup impliqué effectivement, tu l'as dit, bon, excuse-moi, Julien, je te tutoie, mais vous l'avez dit, Julien, oui, n'est-ce pas? Julien, oui, bon, c'est quand même, disons, moi je suis le GIEC, on nous a reproché de ne pas nous intéresser assez à la biodiversité, ce qui n'est pas le cas quand même. Les gens, si vous allez dans les rapports du GIEC, la biodiversité est vraiment prise en compte, et bien sûr, il y a le rapport IPBES, on essaye de rapprocher les communautés. Dans un laboratoire moi je suis dans un laboratoire parisien encore, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces aspects, à la fois le lien encore climat-biodiversité ou climat-agriculture, et disons la nature, parce qu'elle soit aménagée ou bien plus libre. Voilà, donc oui, on fait cet effort. Donc il faut continuer, mais au niveau régional, je pense que c'est aussi... voilà, que l'agence de l'eau, la biodiversité, tous discutent, mais on est là ce soir. Moi, disons aujourd'hui, vous allez être là toute la journée, vous allez avoir ces trophées ce soir. Donc ça montre, je crois que c'est important de se concerter. C'est quand même à ce niveau-là, des PCAET, c'est au niveau régional. Quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique, quand on parle de climat, de biodiversité, c'est là où ça se décide. C'est pas au niveau, disons, le rôle de l'État, c'est de mettre en place les lois, les objectifs, mais la réalité, ça se passe dans les territoires. Ça se passe ici dans les territoires, et justement aussi avec les entreprises. Ouais. Donc, comment on les embarque, ces entreprises? Je crois qu'ils font... disons, tout le monde est concerné par la lutte contre le réchauffement climatique, par la préservation de la biodiversité. D'abord, on peut les embarquer par des législations, et de plus en plus, il y a, disons, les entreprises qui d'une certaine façon, les infrastructures qui portent atteinte à la biodiversité, on en a parlé, de restaurer, donc il y a des compensations et tout ça, il faut mettre en place, il faut que ça soit fait sérieusement, et c'est pas toujours le cas. Hein, donc il y a vraiment, disons, là aussi, il y a un cadre législatif pour entraîner les entreprises dans cette préservation de la biodiversité. Mais il y a aussi, je crois, il y a aussi une image qui est importante pour les entreprises. On voit bien que celles qui regardent vraiment vers l'extérieur, aussi bien la protection du climat que la biodiversité, ont peut-être plus de chances d'attirer les jeunes talents. C'est assez important. J'engage aussi les entreprises à... c'était une des recommandations de notre rapport sur l'enseignement supérieur, mais aussi on parlait beaucoup des entreprises à faire de la formation en interne. Donc par rapport à tout cela, mais je crois que le cadre existe, d'entraîner les entreprises, c'est important. Disons que chacun d'entre nous est concerné, les associations sont importantes, le système éducatif est important, je l'ai déjà dit. Voilà, donc les collectivités ont un rôle essentiel, donc il faut disons, on n'y arrivera que si toutes les organisations, tout ce qui fait notre société regarde dans la même direction. Et c'est ça qui est important. Et au niveau national, c'est peut-être possible. Au niveau international, c'est pas le cas actuellement. Ce manque de solidarité au niveau international, disons, me fait craindre quelquefois,
disons, y compris en termes de biodiversité, hein. Disons plus au niveau planétaire, quand même, c'est une difficulté pour atteindre les objectifs. La solidarité régionale est très importante. Disons, regarder tous ensemble dans la même direction. Pas si simple. Non. En effet. Jean Jouzel, dernière question avant de partir sur la table ronde. Forcément, les solutions fondées sur la nature, ça va être un des sujets importants aujourd'hui. Comment peuvent-elles nous permettre de relever ce double défi de construire la résilience du territoire ici, en Provence? Oui, alors en Provence, moi je pense que, je l'ai redit, il y a des fragilités en Provence par rapport au massif forestier qu'il faut préserver. Il y a des fragilités aussi par rapport à un développement qui serait trop débridé de l'urbanisme. Donc je connais la difficulté, pour en discuter souvent, de l'application de la loi ZAN, mais je crois qu'il faut vraiment, elle est vraiment très saine. Il faut aussi, quelquefois il y a peut-être des... Enfin, c'est pas simple de mener de front sur certaines infrastructures, respect de la biodiversité, et puis, par exemple, quand on peut parler de développement du renouvelable, c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre ensemble, et puis regarder le piégeage du carbone. Il y a aussi, c'est quand même, il faut faire attention à ces risques d'inondation, donc il faut penser aussi à l'aménagement. Donc voilà, disons, l'agence de l'eau est là, elle le sait mieux que moi, c'est pas ça, mais c'est important d'avoir une vraie vision assez large de respect de la nature. Si on respecte mieux la nature, je crois qu'on peut. On a parlé des zones humides, hein, évidemment, il faut les préserver. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Le stockage du carbone, la nature en ville. Maintenant, j'ai parlé plus des territoires. C'est aussi pour moi essentiel parce que ces problèmes de canicule. Quand le risque d'atteindre des 50 degrés dans une ville comme Marseille, c'est quand même quelque chose, dans la seconde partie de ce siècle, si on n'y fait pas attention, qui risque d'arriver. On est plutôt autour de 45 actuellement, mais ce sont des risques qui sont là ponctuellement, hein, bien sûr, c'est pas bien entendu. Mais ce risque, disons, pose quand même question par rapport à la santé des populations et aussi la santé de la nature qui nous entoure. Je vais terminer simplement par la conclusion du dernier rapport du GIEC, hein, donc j'en ai été membre du conseil scientifique, mais disons, le réchauffement climatique, si nous n'en prenons pas la mesure, est une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. Hein, c'est clairement, disons, c'est tout ça dont il faut prendre la mesure. Et merci de le faire à ce niveau. C'est important de le faire au niveau local, régional, en termes d'adaptation au réchauffement climatique, de développement. Et aussi, c'est le développement économique qui est à la clé. C'est très Merci Jean Jouzel. Je crois qu'on Merci en a bien beaucoup, pris Julien. la mesure avec vous. On peut l'applaudir.